ce qui a été présenté auparavant, ça montre bien qu'on est tous impliqués, tous en phase et tous en interaction. Et ça, c'est extrêmement important. Le vétérinaire, ça a été dit dans le plan stratégique de la France, c'est un élément central. Et en tant que praticien, en tant que professionnel, on est un acteur majeur du bien-être animal. Et on fait du bien-être animal, comme M. Jourdain, depuis toujours, sans que ce soit nommé, puisque c'est une préoccupation quotidienne de notre métier pour contribuer à restaurer la santé des animaux, leur capacité de production. Et ça, restaurer la santé, c'est un facteur essentiel, un des plus importants pour contribuer au bien-être de ces animaux. Et alors pour cela, nous avons des compétences qui sont adaptées à la prise en compte du bien-être animal et à son amélioration. Compétences qui sont développées par la formation initiale et par la formation continue. Il y a bien évidemment tout ce qui est soins aux animaux malades et blessés. Ça, c'est la base. C'est également tout le domaine de la prévention. Depuis plus de 40 ans maintenant, la profession s'engage dans le domaine de la prévention, dans la formalisation du conseil, que ce soit, et ce n'est pas simplement limité à la santé, c'est aussi l'alimentation, le logement, la qualité de l'eau, et puis plus récemment l'éthologie qui rentre en force dans notre formation. Et puis également, il y a tout un volet de formation des éleveurs, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ça marche plus, cassé. C'est bon là? Alors, au niveau de la profession, oui c'est celui-là, non c'est la bonne. Oui. Au niveau de la profession, notre profession, elle est extrêmement mobilisée sur le bien-être animal. Mes amis du Conseil de l'ordre, des organisations vétérinaires, techniques et syndicales le savent bien. On est extrêmement mobilisé depuis 2-3 ans sur cette thématique du bien-être animal. Je ne vous dis pas le nombre de réunions auxquelles nous devons assister et on s'arrache un petit peu les cheveux pour pouvoir être partout. Comme cette thématique était en développement, à l'SNGTV, on avait créé un groupe de travail bien-être animal en 2016 et on crée un groupe de travail quand il y a une thématique qui émerge. Et puis cette thématique, elle a tellement émergé, elle s'est tellement installée qu'on l'a transformée en commission pérenne. Nous participons aux travaux du plan stratégique bien-être animal qui a été présenté. Je ne reviens pas dessus. Aux travaux également du réseau mixte technologique du bien-être animal. Groupe expert, le CNOPSA, vous savez, Conseil national de l'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, a créé des groupes d'experts spécialisés. L'un d'entre eux est dédié au bien-être animal. Nous sommes invités à participer aussi au Centre national de référence, le CNR. Nous sommes aussi dans la chaire partenariale bien-être animal de VetAgroSup. Beaucoup d'actions qui sont menées aussi en accompagnement des filières, des travaux avec les organisations professionnelles agricoles et avec les interprofessions qui ont déjà été citées ici, l'IDEL, l'IFIP, l'ITAVI par exemple. En matière de formation, nous avons, à titre d'exemple, nous avons développé un module de formation destiné aux éleveurs de porcs. Ce module a été aux éleveurs et aux techniciens qui travaillent dans cette filière. Ce module a été validé par les fonds de formation des éleveurs Vivea et FAFCA. L'objectif, c'est que nous avons conçu ce module, nous avons fait une formation de formateurs. Il y a une 60aine de praticiens aujourd'hui qui sont formés. Et maintenant, les praticiens vont former les éleveurs et leurs salariés d'élevage. L'objectif étant qu'en 3 ans, la totalité des éleveurs détenant plus de 100 truies puissent être formés. Nous sommes impliqués aussi dans la formation continue des vétérinaires sanitaires. Il y a une thématique qui est présente au catalogue et qui s'appelle « Le vétérinaire sanitaire et le bien-être en élevage, comprendre et agir ». Et enfin, le thème de la visite sanitaire bovine pour l'année prochaine sera aussi ciblé sur le bien-être animal et notamment les conditions de transport des animaux. Alors, vous avez vu, on est dans tout ça, mais vous allez me dire, de quoi concrètement parle-t-on? Eh bien, on parle des transports longue durée.
De quelle manière le praticien qui va intervenir dans la certification aux exportations d'animaux va pouvoir intervenir, sur quelle base il va intervenir pour certifier et contribuer au bien-être animal et à la bientraitance de ces animaux. C'est aussi le transport des animaux accidentés. Là, ça fait beaucoup débat. Que fait-on des animaux accidentés? Est-ce qu'on les euthanasie à la ferme et puis on les exclut définitivement de la filière bouchère? Est-ce qu'on peut, dans certains cas, les transporter à l'abattoir? Mais comment? Donc on parle de civière, on parle peut-être de sédation. Enfin, là, c'est un sujet assez chaud. On n'est pas tous d'accord, mais bon, on planche là-dessus. Ce sont également les conditions d'abattage. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, notamment pour, ça a été évoqué tout à l'heure, la perte de conscience au niveau de l'abattage, au moment de l'étourdissement. Mais là aussi, nous avons une expertise à apporter. L'abattage d'urgence en élevage, je viens de l'évoquer un peu. La mise à mort en élevage des animaux sans valeur économique, ça c'est quelque chose de très très important aussi, hein, puisqu'on va tuer des lapins, on va mettre à mort des lapins, des volailles, des porcs. En fonction des espèces, c'est pas simple. Ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles à comprendre pour la société, hein, quand on va expliquer que ces animaux, un jour, on ne peut plus les soigner. On s'arrête, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, et dans quelles conditions les tuer, hein. Et c'est peut-être des fois plus difficile de tuer un porc ou une bande de porcs par rapport à une bande de volailles. Le débat sur la codectomie chez le porc, il y a une grosse pression européenne sur ce sujet, hein, avec des travaux. Il y a eu un avis de l'ANSES qui a été donné sur ce sujet très très intéressant. Comment on peut enrichir le milieu de vie des porcs en leur mettant des matériaux manipulables pour éviter qu'ils s'agressent, ils se mutilent. Et donc, si on améliore ces conditions de vie, finalement, on ne sera plus obligé de pratiquer une codectomie préventive. Protection des équidés, donc ça vient d'être dit pendant le débat, hein, cette notion de dopage. Et puis, on est sollicité aussi, parce que tout ce que je vous ai montré là, c'était des sollicitations au niveau national. Mais il faut savoir qu'il y a les mêmes choses au niveau local, il y a les mêmes débats, et notamment la mise en place des cellules départementales opérationnelles de prévention de la maltraitance, où la profession vétérinaire a tout à fait sa place. Sachant que dans ces cellules, hein, il y a eu quelques départements où c'est en place. Il y a eu des départements pionniers. Ensuite, il y a une dizaine de départements dans lesquels c'est en place. Et derrière cette notion de bien-être animal, il y a la notion du bien-être humain, parce qu'on a souvent à traiter de difficultés liées à l'éleveur dans ces différents cas. Donc vous voyez, sur le sujet, on n'est pas simplement des soignants, on est aussi des acteurs impliqués auprès de la société sur toutes ces thématiques. Nos engagements, c'est toute la prise en charge de la douleur. Moi, je me souviens, au début de mon exercice, des protocoles de prise en compte de la douleur, il y a longtemps, hein, la prise en compte de la douleur de sédation analgésie. Oui, sédation analgésie quand on allait faire une intervention, mais la douleur quand on allait faire une castration au torchon ou quand on allait amputer un onglon d'une vache, c'était absolument pas dans nos pratiques. Et là, la profession a fait un effort énorme. Et c'est passé par la formation initiale et c'est passé par les cycles de formation de nos organisations professionnelles pour que ça devienne un réflexe. Hein, c'est comme les enfants, autrefois on disait on va opérer les amygdales à vif parce qu'un enfant il ne souffre pas. Les animaux c'était pareil. Et il y a eu cette prise en compte. Dans les traitements antalgiques, on a mis en place des protocoles. Lorsque l'on commence une intervention chirurgicale, une césarienne par exemple, eh bien c'est tout de suite on arrive et on commence à faire un anti-inflammatoire non stéroïdien parce que derrière on sait. Et alors c'est là où l'industrie nous a aidés, parce que vous avez pu nous montrer des résultats d'expérience qui ont fait que l'animal y récupérait beaucoup mieux, il cicatrisait plus vite et donc il produisait plus vite. Et là, c'est des messages qui ont été très, très importants pour nous pour faire passer aux éleveurs. Parce que la facture, oui, elle augmentait de 15 ou 20 euros d'un coup sur le prix de la césarienne. Et là, il fallait justifier qu'au final, l'éleveur était gagnant. Donc ça concerne toutes ces interventions chirurgicales de convenance. Castration, écornage. D'ailleurs, à ce propos, je signale qu'on a développé des modules de formation des éleveurs pour qu'ils puissent utiliser une sédation, réaliser une anesthésie locale dans de bonnes conditions pour
leur permettre de réaliser des écornages sans douleur ou avec le minimum de douleur. Donc concrètement, dans notre action de médecin chirurgien des animaux, voilà ce que ça donne. Rapidement, je voudrais développer aussi un élément, c'est la place du vétérinaire dans ce débat de société autour du bien-être animal et de la bientraitance animale. Nous avons été, il faut l'avouer, extrêmement silencieux parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire, on n'ose pas, et donc on n'osait pas. Et dans ces conditions-là, on restait un petit peu absent du débat. Et ce sont les évolutions, tout ce qu'on a pu voir dans les médias. C'est aussi les organisations agricoles qui sont venues nous voir en nous disant mais on a besoin de vous techniquement, politiquement. Le vétérinaire est quelqu'un en qui la société a confiance. On a besoin de vous pour nous aider à communiquer sur ce sujet-là. Et on est en train de s'améliorer. Il y a des projets de communication qui sont partis, une concertation qui est partie en concertation avec l'ordre, les organisations professionnelles. Je crois que nous avons vraiment une nécessité sociétale, une nécessité politique de prendre la parole, d'essayer de dire les choses, même si, vous allez me dire, les enquêtes d'opinion montrent, quand on demande est-ce que vous faites confiance en la parole des scientifiques, les derniers sondages disaient 30% font confiance, le reste pas. Ben nous, on a un petit peu une petite part à part, quoi. C'est-à-dire qu'on est encore crédité d'une bonne confiance. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Alors nos attentes vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, c'est notre quotidien, ce sont toujours les mêmes, quels que soient les sujets. C'est le maintien de l'arsenal thérapeutique. On doit pouvoir garder un maximum de molécules dans toutes les classes thérapeutiques qui nous permettent de réaliser correctement notre métier. Mais c'est aussi le soutien à l'innovation. On a eu un jour une conférence annuelle sur l'innovation. On a besoin d'avoir des laboratoires qui continuent à investir comme ils le font en matière de médicaments, de réactifs, pour pouvoir être demain le plus performant possible. Et là, je voudrais souligner les travaux du Réseau français pour la santé animale. Beaucoup parmi vous font partie de ce réseau. Et j'ai la chance de co-animer avec GDS France le groupe de travail 1 qui est sur la disponibilité en médicaments, vaccins réactifs. Et ce travail, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que filière par filière, il y a des réunions organisées par l'Agence nationale du médicament vétérinaire où on identifie, après avoir réalisé chacun dans nos familles professionnelles des enquêtes internes, on identifie les gaps. Et notre objectif, il y a une cartographie qui est faite, qui est réactualisée, mais c'est d'arriver à pouvoir dire, sur cette thématique identifiée, là, il n'y a pas de solution trouvée, il n'y a pas de solution. La deuxième catégorie, c'est il y a des solutions en cours. Hein, et puis, la dernière, j'ai pris des notes, hein, pas de solution envisagée, travaux en cours. Et puis la dernière, ah oui, solution trouvée. Et ça, c'est la plus difficile. Donc, travail de longue haleine. Chaque année, il y a 2 filières qui sont, hein, Jean-Pierre, je crois, il y a 2 filières qui sont auditées. Et ça fait partie de nos attentes hein, dans ce domaine. Je terminerai par un petit focus sur les vaccins, qui est un élément fondamental. Quand on veut réduire les maladies, c'est développer la prévention. Et en matière de prévention, en France, on n'est pas les champions du monde. Et avec tous les débats de société qu'il y a aussi bien en humaine qu'en animaux. L'exploitation de la visite sanitaire bovine 2016, la visite sanitaire bovine, elle est réalisée chaque année dans tous les élevages bovins par le vétérinaire sanitaire. 5% des analyses, des visites sont analysées d'un point de vue complet. Hein, on analyse les réponses et on ne se contente pas de statistiques. Donc 35% des éleveurs pensent pouvoir réduire leur consommation d'antibiotiques. Alors par contre, ça, ce qui est bien, c'est que parmi les autres, 90% de toute façon en utilisent très peu. Et 45% identifient la vaccination comme une piste de réduction de l'utilisation des antibiotiques en élevage, avec aussi 6% de médecine alternative. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un débat assez français sur la place des médecines alternatives et des médicaments à base de plantes. Et actuellement, nous sommes en train d'exploiter la visite sanitaire 2017 qui est sur la biosécurité. Et là, on se rend compte que presque 50% d'éleveurs ne pratiquent pas de vaccination. Donc je crois qu'on a un gros travail à mener ensemble
On ne le découvre pas là, hein, on le savait depuis longtemps, mais c'est vraiment un travail amené ensemble, en concertation pour comment lever les freins. Et il y a eu une enquête qui avait été présentée, qui avait été réalisée par le NCMV, c'était Arnaud Deleu qui l'avait présenté plusieurs fois dans des conférences. Quels sont les frais à la vaccination et comment l'industrie pharmaceutique et comment nous aussi collectivement, chacun de notre côté, on peut contribuer à lever ces freins parce que, faut pas se leurrer, l'utilisation des antibiotiques, on a fait un boulot super et on va continuer, mais il y a un moment où on va quand même arriver à un plancher parce que sinon ce ne serait pas éthique, hein. Donc il faut trouver des marges de progression ailleurs pour limiter les pathologies et donc la vaccination est pour nous, dans le domaine des productions animales, un élément fondamental. Voilà, merci de votre attention.